Et rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours jeudi 30 mars 2023 et je continue mes progressions à travers cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Alors j'utilise cet ouvrage pour démontrer ma théorie. J'utilise différents ouvrages, mais je suis tombé sur celui-ci il y a quelques semaines et j'en fais la lecture, je le découvre en même temps et ça me permet de préciser la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité va vers son ultime perfection, que nous évoluons tous ensemble, sans le savoir, de façon désordonnée, antagoniste, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on est en train d'élaborer. Tant qu'on élabore les choses de façon inconsciente, on les fait avec nos pulsions, nos erreurs, nos tendances, notre désir de domination, etc. Voilà, ces forces-là, plus que les forces solidaires, évidemment que le jour où on prendra conscience de notre but, de ce que l'humanité cherche à atteindre de façon inconsciente, on le fera de façon consciente. Et donc, ça, si on sait que l'humanité dans son ensemble doit atteindre son état de perfection, ben c'est fini l'évolution antagoniste. On met toute l'humanité met son énergie à cette finalité et donc on est obligé de passer au niveau de la fraternité, de l'entraide, de la symbiose. Voilà. Et on n'est pas loin de cette prise de conscience, à mon sens. C'est des questions de peut-être de décennies seulement. Et c'est ce qu'essaie de démontrer mon site, mécaniqueuniverselle.net. Voilà. C'est ce qu'on essaie vraiment d'éclairer. Alors, cet ouvrage, il a été écrit en 1991, il a été publié. Donc c'était la fin du communisme. L'URSS s'effondrait après 70 ans de coups de butoir du capitalisme. Voilà, ils étaient tous les deux, c'était deux dominants qui cherchaient l'hégémonie en somme. Et il y en a un qui a vaincu, c'est le capitalisme. Et il s'est mis en position de vainqueur et depuis 30 ans, nous en voyons les résultats de cette domination sur le monde. Alors ça a permis la mondialisation, ça a permis voilà, tout un tas de choses, mais on se rend compte que l'hégémonie n'est pas souhaitable pour l'humanité. Voilà, alors, donc, René Jean Dupuy, c'est c'était un juriste en droit international, donc il s'intéressait à toute cette évolution du droit international, justement, qui est depuis la fin de la guerre et depuis, on va dire, depuis le début du XXe siècle, ce droit international n'a cessé de se sophistiquer, d'évoluer, etc., pour donner, d'abord, c'était la Société des Nations, euh, peut-être qu'a pris, je pense à la sortie de la guerre 14-18, donc il y avait déjà un désir de se fédérer pour sortir de la guerre. Il y a quelque chose, l'humanité est consciente qu'elle ne peut pas reproduire chaque 30 ou 40 ans, repartir dans des chaos qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus dangereux et de plus en plus meurtriers. Ben, on l'a vu, hein, entre la guerre de, les guerres napoléoniennes, par exemple, et puis 14-18, et puis 39-45, on a vu une montée crescendo, ben, parce que ça suit aussi la technologie, le développement technologique. Et donc il y a un risque maintenant, un risque planétaire. Il n'est pas que guerrier, le risque planétaire, il est écologique, il est
à tous les niveaux. Et donc, les organismes universels travaillent d'arrache-pied pour justement protéger l'humanité. Mais en même temps, nous sommes des hommes avec nos défauts et donc les dominants cherchent à dominer, cherchent à n'ont pas envie de perdre leur pouvoir, leur esprit de domination. Les prétendants veulent renverser le dominant, etc. Nous sommes des primates à l'origine et nous avons gardé ces puissances. Alors je vais continuer ma lecture. La nature méprisée. Une étrange épidémie dans un port japonais, 5400 victimes, dont plus de 500 disparaissent. On découvre que les poissons, base de leur alimentation, ont assimilé des rejets mercuriels. Cette tragédie de Minamata inaugure en 1953 la litanie désespérante des désastres écologiques. Seveso au Piémont, Love Canal dans l'État de New York, Bhopal en Inde et d'autres lieux dégradés par les rebuts d'industries meurtrières. Et bon, ça a continué, on est rentré voilà, dans les catastrophes écologiques n'ont cessé d'apparaître. Et à chaque fois, l'humanité trouve les moyens. Hein, on est dans cette aptitude, malgré tout, à dépasser les erreurs. On évolue par tentative, erreur et rectification. À chaque fois qu'on rencontre un drame, on est organisé pour... voilà, après Seveso, il y a eu des lois qui ont apparu, etc. Et après Fukushima, il y a oui, je pense que c'est Fukushima, ou après Tchernobyl, voilà, il y a des lois, des choses qui vont apparaître, qui vont protéger de plus en plus l'humanité. Mais comme nous évoluons par antagonisme, donc toutes nos énergies ne sont pas orientées pour nous protéger. Une partie de notre énergie, et par exemple là, une grande partie de l'énergie mentale humaine, elle est tournée vers la guerre, au moins du côté occidental. Elle est orientée vers la guerre en Ukraine. Et donc toute cette énergie qui part là-bas, c'est autant d'énergie perdue. L'énergie des antagonismes entre l'Iran et les États-Unis, ou l'Iran et Israël, et entre l'énergie qui est dépensée dans la guerre au Yémen, le chaos qui ont été plongés l'Irak, la Libye, etc. C'est autant d'énergie qui est détournée de notre vocation, de la vocation de se préserver, de travailler ensemble à cette évolution de l'humanité. Mais bon, c'est ce qui se passe tant que l'humanité n'aura pas pris conscience de son sens, de son rôle et de sa destination, de son but, on continuera à évoluer sous cette forme-là. Dans le même temps, des pétroliers géants à la barre indécise se brisent sur des roches et de leurs flancs crevés déversent leurs souillures et livrent des rivages aux embruns de la mort. Image ineffaçable de poissons décimés rejetés par les vagues sur des plages engluées, d'où les oiseaux de mer ne s'envoleront plus. Voilà, alors tout ça, à chaque fois, il y a des procès, il y a des êtres humains qui ne lâchent rien et qui vont attaquer ces sociétés qui avant étaient dans l'impunité la plus totale. Et là, on voit à quel point l'être humain, il a un courage inouï pour lutter contre voilà, David et Goliath. C'est ça en réalité, c'est pas David et Goliath dans la guerre, c'est David et Goliath pour l'humanité en réalité que ça se passe. Et donc, et on voit qu'on transcende les choses, et à la sortie de ça, ça maîtrise justement
la toute-puissance des systèmes. Et le problème, c'est que les systèmes sont toujours avec une tendance à la toute-puissance. À partir du moment où on est dans un système hégémonique, là actuellement que les États-Unis dominent le monde, c'est les dominants qui sont sous les ailes euh, des États-Unis, eh ben, ils sont protégés en réalité. Voilà, c'est toutes les grosses, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, qui devraient, la logique devrait être euh, tournée vers l'humanité, que ça soit quelque chose qui soit même le patrimoine de l'humanité, puisque ça sert à la communication inter, euh, intermondiale, quoi. Hein. C'est l'humanité qui doit profiter de cela. Et donc, c'est anormal que ça appartienne à une puissance. Et évidemment, quand il y a une puissance hégémonique, ben, elle protège ces tout-puissants, en fait, ces systèmes tout-puissants qui vont thésauriser toutes les richesses et qui, avec ces richesses-là, peuvent dominer des parties du monde, acheter des parties du monde, acheter des terres, enfin faire. Voilà, et tout ça, c'est possible parce qu'on est encore dans un système hégémonique. C'était comme ça quand il y avait le colonialisme. Le colonialisme, euh, il était indéboulonnable, on ne pouvait pas le contester. Il avait acquis une telle puissance militaire, guerrière, violente, que tout le monde était obligé de se laisser piller, d'être dans ce mécanisme. Et là, le fait qu'il y ait un principe hégémonique, qu'à la fin de la guerre froide, à la fin du combat entre capitalisme et communisme, le capitalisme et donc les États-Unis qui en étaient les, les prépondérants, aient pris le pouvoir, ça pose ce problème justement de revenir à un système qui est identique à l'esclavage, identique à la colonisation, identique voilà, à la domination, à l'empire, à un système impérialiste. Voilà. Le nuage d'Hiroshima n'en finit pas d'éclore dans l'arrière-fond des âmes. Son image suffit à tenir en otage les peuples des deux mondes. Leur mutuelle angoisse les sauve de la guerre, mais non de Tchernobyl, qui essaime ses traces des rizières de Chine au teint de la Provence. Il y avait eu Tchernobyl alors, à ce moment-là. Et là, en 91, c'était pas encore décidé que. Je pense qu'il y avait encore, donc, il y avait Gorbatchev qui n'était pas dans l'optique d'avancer, de se laisser avaler par le capitalisme et de partir dans le libéralisme effréné qui a été ce qui a été le cas en Russie à la chute, justement, quand Gorbatchev a perdu face à Helsinki, quand les Américains ont adoubé Helsinki et écarté Gorbatchev. Donc là, il n'y avait plus, c'était le monde devait devenir totalement libéral. Et on voit que il n'y avait plus de contradiction. Le système libéral américain n'avait plus de contradicteurs, de garde-fous en fait, de systèmes qui pouvaient le critiquer, dire voilà. Et donc il est parti sur les 30 années qui ont suivi, 90, 2000, 2010, dans cette folie d'évolution. Donc, et l'âme du pétrole, naguère au service d'affrontements économiques, est devenue pour le malheur du Golfe un des moyens de guerre. Voilà. Et évidemment, il y a eu toutes ces... donc, c'est une étape de l'évolution de l'humanité. On a passé toutes les étapes. Elle est dangereuse, celle-ci, mais on l'affrontera et on la dépassera. Et elle sera
on passera sur un système moins binaire en somme. Mais hors les catastrophes retentissantes, la lente mélopée des injures constantes faites à l'environnement ne trouble qu'en surface la molle indifférence de nos contemporains. Déjà à l'époque, en 91, il parlait comme ça. Convaincu qu'un dommage localisé n'atteint jamais que l'autre. Voilà, il y avait cette vision que on pouvait encore abuser du système parce que si la Mococadix s'écrasait sur les côtes françaises, ça posait un problème aux côtes françaises, mais pas, etc. Et là, nous sommes arrivés maintenant à la prise de conscience majeure que un battement d'aile de ce côté-ci de l'humanité fait une tempête de l'autre côté. Donc nous sommes tous en interdépendance. Que la mer est un problème mondial. Que l'eau devient un problème mondial. Et tous ces problèmes qui sont universels, que les virus maintenant n'ont plus de frontières, etc. Que Tchernobyl n'avait pas de frontières, même si ça a été localisé à l'Europe, on va dire. Mais on voit que maintenant, on est dans un problème qui devient mondial. Et plus ce problème deviendra mondial et vital, et plus l'homme va être obligé de le prendre à bras le corps, de cesser ces conneries de guerre, de cesser d'aller perdre de l'énergie à détruire encore pour des hégémonies absurdes qui sont destinées à... C'est les derniers soubresauts de l'impérialisme américain. Voilà, donc évidemment, les soubresauts, ils mettent 10, 20 ans, 30 ans à finir. Ce n'est pas à l'échelle d'un être humain. Les soubresauts d'un être humain, ça se passe en un jour, 2 jours, quelques jours. Et donc, il peut passer, quand un fou furieux qui est dans un système de domination, il est ceinturé par des gendarmes, et il va se débattre, il va bouger, mais il y a un certain moment, c'est fini, il est obligé de faire sa dépression. Et donc, il va sortir de son désir de domination très rapidement. Et là, pour le système mondial, c'est autre chose. Les soubresauts d'un empire prennent du temps avant de se résorber. Mais on est dans ce mécanisme-là. Voilà. Tout le monde pousse à ça. L'Afrique, la Chine, la Russie, les BRICS, machin, etc. Tout le monde pousse à ce que cette hégémonie finisse. Alors est-ce qu'elle finira? On n'en sait rien. C'est peut-être parce que là, il y a vraiment des coups de menton. Là, on veut garder le pouvoir, on le sent, c'est verbalisé quasiment. Et on va voir ce que ça donne, comment ça va passer les choses. Donc, et l'arme du pétrole, alors voilà. Mais hors les catastrophes retentissantes, la lente mélopée donc d'Adam, etc. Le rapport que l'homme entretient avec la nature ont évolué dans la contradiction. L'Antiquité l'a peuplée de divinités. Les bois, les bancs, les roches et les eaux en étaient les refuges et se confondaient avec elles. Donc, c'est là où le retour à la sagesse des peuples premiers va être fondamental dans l'évolution là. La spiritualité, le retour à la spiritualité est une obligation, et l'humanité ne s'y est pas trompée. Il y a ce retour qui est là. Mais le fait de diviniser toutes les choses, de diviniser les arbres, le vent, la mer, la terre, etc. D'abord, je vous renvoie à la lecture ou à l'écoute des vidéos antérieures
tout est Dieu, c'est clair. On ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dans un état d'extase. Dans l'état ordinaire de la vie, on ne se rend pas compte que nous sommes Dieu. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à la suite de celle-ci, à partir de la lecture que j'ai écoutée dans un cours de yoga, d'une sagesse hindoue, qui démontre bien ce que, et j'essaierai de le clarifier avec que tout est Dieu, que nous sommes Dieu également, l'être humain, mais que tout est Dieu en réalité. Et donc tout est divin, parce que tout est fait à partir de ce qui a créé cet univers, de ce qui a fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Si on ne veut pas entendre le mot créer, création, cet univers à un certain moment a démarré. On dit à partir du Big Bang, imaginons ça pour l'instant, c'est un petit peu l'image qu'on a au XXIe siècle. Donc, à partir de, il n'y a rien, puis il y a le Big Bang, et ça se projette, et un monde apparaît, un univers apparaît progressivement, l'espace, puis le temps apparaissent, viennent dans ces lois fondamentales apparaissent, la matière apparaît à partir de rien, et avec des lois qui sont absolument géniales. Pour tenir tout ça ensemble, il faut des lois si on ne peut pas ne pas imaginer qu'il y a une intelligence, que c'est une intelligence qui a construit, qui a imaginé cette création à partir de rien, et qui repose sur rien en réalité, qui n'est pas quelque chose de tangible. Si maintenant qu'on analyse profondément la matière, on se rend compte qu'on tend vers l'illusion de quelque chose. Donc, la puissance, intelligence de cette création, que l'humanité aujourd'hui encore, avec pourtant les hommes ont acquis une sacrée intelligence, mais la somme de toutes les intelligences humaines ne parvient pas encore à percer le mystère. On y arrivera, mais pour l'instant, on ne le perce pas. Donc, pour l'instant, ce principe à l'origine de l'univers et qui constitue l'univers, donc qui constitue tout ce qui est dans cet univers, y compris nous, c'est ce Dieu-là, cette force, est plus intelligente que la somme de toutes les intelligences humaines. On peut le dire comme ça, puisqu'on n'a pas découvert encore les mécanismes, on n'a pas éclairé encore. On y arrivera à éclairer tout, parce que l'homme, c'est sa vocation. Donc l'énergie mise là-dedans est énorme. Donc, l'Antiquité l'a peuplée de divinités. Les bois, les vents, les roches et les eaux en étaient les refuges et se confondaient avec elles. Tout était sacré, sauf l'homme. Ah, tiens, tout était sacré, sauf l'homme. Alors, voilà, et c'est là où c'est super intéressant, parce que derrière... c'est pour ça que c'est l'ensemble, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle, c'est ce que je dis sur ces vidéos. C'est la solution, c'est l'ensemble, chaque partie, chaque spiritualité, chaque pensée est une partie du puzzle, est une pièce du puzzle qui, assemblée, montre la réalité, éclaire la réalité. Et quand on dit que, quand les religions parlent d'apocalypse, c'est la révélation. Et la révélation, ça sera toutes les places du puzzle, toutes les pièces du puzzle seront placées. Et dans les pièces du puzzle, il y a il y a la spiritualité de l'Antiquité, il y a la spiritualité donc tribale qui met de la divinité dans tout, et puis il y a ceux qui vont mettre de la spiritualité dans l'homme, c'est-à-dire les spiritualités qui viennent ensuite, plus tard, le judaïsme qui met
un Dieu unique, qui pense à un Dieu unique, on va dire judaïsme et Égypte, parce que c'est né, je pense, dans ces deux dans cette association, je pense, voilà, dans cette association. Et donc qui amène l'idée d'un Dieu unique et donc et qui commence à diviniser l'homme. On le retrouve dans le christianisme, on le retrouve dans l'islam, etc. Et on le retrouve dans le bouddhisme, on le retrouve dans l'hindouisme, cette vision que l'homme est divin. Donc tout était sacré sauf l'homme. Avec le judéo-christianisme, la sacralisation de l'homme s'accompagne du transfert de la nature au profane. Et ça, c'était l'erreur, mais il fallait passer par là. On est en fait, les systèmes s'imposent bien souvent en opposition, en destruction de l'autre pendant un temps, puis c'est dépassé. Mais c'est comme ça, on le retrouve dans l'histoire de l'art. Un système s'intéresse à la matière et puis le mouvement qui vient derrière dit non, 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 tout est dans l'esprit. Voilà, et on va voir Buren ou Malevich qui vont partir dans quelque chose où ils expliquent qu'en fait tout est esprit finalement, tout est lié à voilà comment se construit l'humanité. Et puis au final il y a un mouvement qui va vouloir rassembler. Et d'ailleurs c'est ce que je voulais faire à travers la peinture à l'époque, quand je peignais sur la Côte d'Azur avec Gilles Schex. L'idée, c'était de rassembler ces deux courants, ceux qui pensaient que tout est esprit, ceux qui pensaient que tout est matière, et ceux qui étaient du côté du rationnel, ceux qui étaient du côté de l'émotionnel, etc., et qui étaient toujours des courants antagonistes. Et en fait, j'avais compris que le centre, c'était le naïf. Celui qui éclairait le centre, c'était la peinture naïve, en fait, qui était sans ego, qui ne cherchait pas le pouvoir et qui était juste simple comme ça au niveau. Et je pense que si j'ai intitulé ma théorie philosophie naïve du devenir humain, elle n'est pas naïve, mais c'est ce que je pense réellement. C'était peut-être ce point central que je cherchais. Et en fait, pour éclairer ce monde, eh ben, peut-être que le plus amène en ce moment, c'est justement une vision naïve, une vision simpliste, on va dire, qui n'a pas la complexité des universitaires, qui n'a pas l'étrangeté du mystique, qui va dire que Dieu, voilà, mais c'est vu sous l'angle du mystique ou vu sous l'angle du scientifique, et les deux ne donnent pas la vision. Alors peut-être que on se rapproche plus de la compréhension à travers justement cette vision naïve qui est centrale. Voilà, mais ça c'est mon point de vue. Dites-moi si ce que vous en pensez, si vous êtes arrivé jusqu'à la 29e minute de cette vidéo, chose que je doute pour l'instant. Voilà, je serai peut-être plus là quand ça sera commenté, tout ça. Donc, voilà le vent, voilà. Avec le judéo-christianisme, la sacralisation de l'homme s'accompagne du transfert de la nature au profane. Voilà, on est passé, on a sacralisé l'homme à ce moment-là, et on a oublié d'utiliser la vision tribale, la vision des peuples premiers, où toute la nature était comme ça.
ce que ramène, c'est là où Spinoza ramène cette vision-là. Voilà, c'est ça qui est vraiment génial dans, dans son travail. C'est pas le seul, je pense, mais c'est... alors, ce qui ne justifiait pas sa profanation. Bien sûr, ça ne justifiait pas sa profanation, le fait de transférer de la nature au profane. De fait, sa glorification n'a jamais cessé. Chez les religieux, saint François en a chanté le Magnificat et Teilhard de Chardin a exalté la sainte matière que le Christ est venu revêtir. Voilà, bien sûr que c'est ça. Et on doit partir dans cette... Bien sûr que la matière, elle est divine, tout simplement. Et c'est pas pour rien que sur la mécanique universelle, j'ai écrit le Dieu est dans l'atome, l'amour est dans l'atome. Et l'amour, c'est Dieu. Voilà. Jean-Jacques rêve de s'enivrer à loisir des charmes de la nature. Et pour le romantisme, elle est là qui l'invite et qui l'aime. Voilà, il y a eu toute une exaltation. La nature, c'est quelque chose de fondamental et on se rend compte que le problème de s'extraire de la nature, et je me demande si justement les faucons américains, là, qui sont les chefs d'État américains, les chefs d'État russes, les chefs d'État sont pas les chefs d'État peut-être chinois, ne vivent pas dans des zones où il n'y a plus de nature. Si on vit en ville, c'est fini, on n'a plus de contact avec la nature. Et là, il y a quelque chose qui se passe au niveau psychologique. Ça ne marche pas, quoi. Si on n'est pas au contact de la nature fréquemment, il y a un problème, quoi, psychologique. Mais le 19e siècle voit aussi surgir un Prométhée positiviste, avide de changer le visage de la création et disposant à cette fin d'industrie tentaculaire et salissante, dont l'essor donnera une expansion illimitée à la dégradation du milieu humain. Et John Steinbeck s'écrira « Mes compatriotes traitent la nature comme une putain ». Voilà. Le comportement des hommes les situe selon une vision dualiste à côté de l'univers. Exactement. Et ça, je l'explique pourquoi on est déconnecté des choses. Dans la vie ordinaire, on est déconnecté du divin, justement parce qu'on est déconnecté de la nature. Les écologistes sont perçus par la masse comme les adeptes des sectes confuses, traînant des relents pétainistes, du retour à la terre ou la nostalgie de quadragénaires 68 arts. Il écrivait ça en 1991. Qu'est-ce qui a changé depuis? Rien. Image caricaturale, signe d'une insouciance persistante qui ne veut pas voir que la pollution généralisée affecte non les écologistes, mais l'écologie et par elle l'ensemble de l'humanité. Mais il faudra attendre qu'on arrive au bord de la catastrophe. Et malheureusement, c'est la nature humaine qui est comme ça. On ne peut pas lui en vouloir, on pourrait que lui dire de se regarder bien profondément, de se regarder en face pour comprendre que, eh ben, on change que devant, que devant le pire. Voilà. L'homme, s'il boit, ben, il va boire, il n'y a rien qui va l'arrêter tant qu'un jour il ne fait pas un problème vasculaire, un truc, il passe à côté de la mort. Et là, il aura jamais entendu les symptômes qui lui parlaient, parce que le vivant parle à l'humanité. C'est un des chapitres de la mécanique universelle, le langage muet du vivant. Il y a un langage muet des choses qui dit, quand tu te lèves et que tu as la gueule de bois parce que tu as bu comme un malade, tu dis plus jamais ça, mais tu oublies. Voilà.
Et le jour où tu rencontres, tu vas le faire plusieurs fois, tu n'écoutes pas en fait. Tu écoutes mais sans écouter. On en est là, l'humanité, ce que l'homme est comme ça, et l'humanité, c'est que l'ensemble des hommes. Donc, ce genre de pathologie, elle est aussi dans l'humanité, malheureusement. Et donc, on évolue comme ça dans cette chose. Et c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les militaires, ils vont jusqu'au bout, les guerriers, ils vont engendrer des guerres. Et, il faut qu'ils arrivent à la fin pour dire bon, c'est bon, j'arrête, voilà. Mais ils ne peuvent pas le concevoir avant que la finalité sera comme ça. Voilà, ils ne peuvent pas se projeter. Et donc, on n'écoute pas les choses. Et donc, on sera obligé d'atteindre un degré de... Voilà, on avance encore dans la surdité. On a dit, bon, il faut arrêter tel ou tel truc. Euh, le réchauffement climatique augmente, mais bon, on peut continuer dans le système. C'est ce que nous montre là le libéralisme. Il est en train de dire, oui, oui, on a compris qu'il y a le réchauffement climatique, mais bon, on peut encore continuer un peu, on peut encore utiliser le pétrole, on peut encore, voilà, je peux encore boire encore une bouteille, je peux encore, mais si je maîtrise un peu, je vais, ben c'est ce que je fais moi par exemple, voilà, je suis alcoolique, et en fait, parfois, là je bois pas en ce moment, la plus grande partie maintenant de mon existence est sans l'alcool. Mais de temps en temps, ben, je me dis, mais oui, mais bon, je peux boire un tout petit peu, etc. Je peux boire une petite partie, c'est pas gênant, je peux maîtriser, on peut maîtriser. Et dès que j'ai mis les lèvres au bord d'un verre de vin, et ben voilà, le lendemain, je suis piégé. J'y suis pour 15 jours, un mois, et je repars dans quelque chose comme ça, même si je bois plus comme voilà de façon autodestructrice, mais je bois suffisamment pour que mes paroles soient difficiles, que je respire mal, que je vive mal pendant 15 jours avec des sensations que j'aime pas du tout, et ça va motiver une énergie énorme pour dépasser cette chose-là, pour repartir dans un arrêt, c'est compliqué, etc., etc. Voilà. Ben, l'humanité, elle se comporte sous cette forme-là. C'est que la conglomération d'hommes. Donc, c'est très simple de se retrouver avec les mêmes comportements. Et donc, si on rencontre vraiment un os, tant que l'humanité ne va pas dire, bon là c'est fini, c'est une question de vie et de mort. Là. Si on continue, c'est pas possible, voilà, la catastrophe est trop forte, il y a un gros problème, alors là, oui, tout va se mettre en œuvre, etc. Et on va vraiment bouger clairement et changer complètement de modèle d'évolution. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore inclus dans notre esprit. Mais on va vers ça. Voilà. Alors, eh ben, je vais arrêter là pour cette vidéo et on va passer à autre chose. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous appréciez, de mettre des avis et de vous abonner. Merci, bye bye.